À quoi sert l'État? C'est une question importante. Hein. L'État français, comme tous les autres d'ailleurs, il a un rôle de protection. Bon, vous décrivez un monde où les transactions deviennent plus libres, etc. Mais on a très bien vu au moment du Covid, par exemple, qu'il n'y avait plus un seul fabricant de masques en France. Exact. C'est-à-dire que la respiration des systèmes, c'est un petit peu... On laisse le libéralisme fonctionner parce que ça, à cause de la loi des avantages comparatifs, vous savez que j'ai souvent expliqué, mais on laisse ceux qui font le mieux quelque chose le faire et puis on fait ce qu'on fait soi-même le mieux. Donc ça vous donne un monde où la rentabilité du capital investi monte, les capitalistes sont contents, mais au fur et à mesure que vous devenez de plus en plus spécialisé, il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est que vous devenez de plus en plus fragile. Ouais. Parce que vous êtes spécialisé sur telle chose et vous n'avez pas l'autre chose. Voilà, donc on a vu au moment, par exemple, que toutes les matières premières pour les médicaments étaient faites en Inde ou en Chine, et que nous, on n'avait plus de médicaments. Ni paracétamol, ni rien. Du tout. Donc, l'histoire, c'est toujours vers plus d'efficacité, puis quand on arrive à un monde qui est parfaitement efficace, comme celui des dinosaures, avant que la comète ne tombe, quand la comète tombe, tout le monde crève, sauf les gars qui sont restés antifragiles. Et donc, vous avez un mouvement vers plus d'efficacité, ce qui veut dire plus de fragilité. Et puis après, les populations dites les gars, les plus vulnérables, les plus fragiles, se disent, mais non, mais ça va pas du tout. Lui, j'ai vu le gars du château, là, il gagne 40 fois ce que je gagne moi. Et d'ailleurs, je gagne plus rien parce que je suis au chômage, parce qu'il y a des types qui gagnent. Donc, c'est là où le rôle d'un gouvernement, c'est de bien mélanger la fragilité et l'antifragilité, de façon à ce que la société reste harmonieuse. Et on voit très bien que nos élites ont complètement failli à ce rôle. Mais vous regardez, par exemple, en Suisse, ils ont parfaitement rempli leur rôle. La Suisse est un pays qui a gardé des activités qui auraient dû être détruites, comme l'agriculture, parce qu'il se rend compte qu'un pays sans agriculture, c'est un pays qui devient éminemment fragile. On voit ce qui se passe notamment en France avec les agriculteurs. Donc, si vous voulez, le rôle d'un État, c'est pas de tomber bêtement, je suis protectionniste ou c'est qu'il y a une discussion nationale. Quelles sont les activités qu'on accepte de subventionner pour ne pas être fragile dans ce monde qui est quand même difficile? C'est-à-dire que l'État, c'est un peu ce que De Gaulle avait essayé de faire avec l'énergie. Oui, c'est ça. Et que l'État gagne. Alors, c'est pas seulement les fonctions régaliennes, c'est les fonctions de protection. C'est des fonctions de protection pour deux choses. Par exemple, surtout pour l'énergie. Par exemple, un État qui est complètement dépendant énergétiquement est extrêmement fragile. Il prospère plus que les autres quand l'économie est pas chère, quand l'énergie n'est pas chère, mais ensuite quand l'économie est chère, il est ratatiné. C'est ce qui est en train d'arriver à l'Allemagne à ce moment-là, quand ces crétins ont coupé les liens avec la Russie pour faire plaisir aux Américains, donc ils n'ont plus de gaz. Donc leur économie est en train de disparaître. Et quand nous avons commencé à dire que le nucléaire n'était pas nécessaire, on a changé d'avis, heureusement, depuis. Oui, ça c'était cet animal de Jospin quand il a fermé... Superphénix, qui était, donc, mais ça, en France, on a tout fait pour détruire justement l'outil qui était. Et c'est l'une des questions que je posais dans un livre précédent, c'est est-ce que cette volonté de rendre la France fragile n'était pas une volonté politique organisée par des puissances extérieures, parce que la France faisait chier tout le monde à dire moi je suis pas d'accord avec vous, je suis pas dans l'OTAN, je suis pas dans. Je ne sais pas si c'est une puissance extérieure. En tout cas, beaucoup de politiciens y ont bien participé, hein, avec Allégresse. Avec Allégresse, ils étaient beaucoup d'entre eux Young Leaders of America. Hein. C'est intéressant, c'est-à-dire que les Young Leaders of America, on ne va pas faire ici l'inventaire, mais vous dites qu'ils sont extrêmement majoritaires. Ils avaient pris tous les gouvernements d'Europe. Tous les gouvernements d'Europe. Sauf la Suisse. Sauf la Suisse. Il n'est pas dans l'Europe, d'ailleurs, enfin dans l'Union européenne. Ils avaient été Young Leaders of America. C'est ce qui est quand même très étonnant, parce que c'est un machin qui avait été créé en même temps. C'était une idée de Bush et Giscard. Ah oui, en même temps. Ah oui, intéressant. Donc Bush, c'était quand même la CIA, quoi. Non, c'était le patron de la CIA, quoi. Et Giscard était le patron de quoi? Giscard, Giscard, d'ailleurs. Je crois que c'était un grand naïf. Ah oui, pensez qu'il s'est laissé embobiner dans cette histoire. Il avait ce truc, c'était le gars dont je disais à l'époque qu'il savait tout et qu'il ne comprenait rien. C'était l'archétype du bon élève français, de celui que j'appelle Lagnan. Vous savez, qui pense que
S'il est intelligent, s'il a passé des bons diplômes, ça veut dire qu'il est plus à même de prendre des décisions. Mais il passait son temps à vendre au plus bas et acheter au plus haut. Est-ce que vous pensez que c'est un peu du ressort, on en parle, c'est devenu presque un cliché, notamment de l'énarchie, de la formation énarque, Avec Giscard, il s'est passé quelque chose de beaucoup plus grave. C'est que dans un pays, vous avez 3 niveaux, mettons, politiques. Vous avez vous et moi qui essayons de travailler, d'élever nos enfants, enfin, les gens normaux, quoi, qui bossent, enfin, qui essayent. Puis vous avez la fonction administrative au-dessus, qui est de gérer l'État, qui est un truc très très compliqué. Et puis tout en haut, vous avez la fonction politique, dont la noblesse est de se faire foudroyer s'il se plante. C'est Pétain. Il se fait foudroyer. Et c'est très bien. Il s'est planté, voilà. Il s'est planté, il se fait foudroyer, c'est comme ça, il n'y a rien à dire, c'est bien fait pour sa gueule. Et avec Giscard, la fonction administrative a conquis la fonction politique. C'est à ce moment-là. À ce moment-là. C'est là où l'inspection des finances a pris la main sur le corps des mines. C'est-à-dire où on a des littéraires qui ne savent pas faire une règle de 3, qui ont pris le contrôle sur des gars qui comprenaient vraiment comment marcher un truc atomique. Et le but de ces gars-là, ça a été de créer une société d'obéissance. Oui. Or, dans les sociétés humaines, il faut qu'il y ait des obéissants, parce qu'il en faut, et il faut qu'il y ait des compétents. Et le but de cette anarchie, ça a été d'éliminer tous les compétents. Ça fait 30 ans qu'ils y travaillent, ils ont détruit l'hôpital, ils ont détruit l'école, ils ont détruit l'armée, ils ont détruit le système atomique français, etc. Donc oui. C'est que le propre d'un fonctionnaire, c'est d'obéir et en quelque sorte... de faire la même chose que son aîné a fait il y a 30 ans. Et d'empêcher que ça bouge. Il ne faut pas oublier que ça bouge. Ouais. Le mandarin, qui était une création en Chine, dès qu'il y avait une invention en Chine, il l'a tué tout de suite parce que ça foutait en l'air l'ordre naturel. Ils ont inventé le papier, ils ont inventé la boussole, ils ont volé tout ce que vous voulez, mais ensuite, surtout, il ne fallait pas que ça change quoi que ce soit. Donc le but du fonctionnaire, c'est que rien ne change. Et donc, on a une société qui est gouvernée pour que rien ne change, de façon à ce que les fonctionnaires gardent le pouvoir. D'accord. Et l'ennemi des fonctionnaires, c'est Musk. C'est Musk. C'est Musk, ah oui. C'est l'ennemi absolu. C'est l'ennemi absolu. Et vous avez qu'à voir l'espèce de peur qu'ils ont de lui. Quand il est rentré à Notre-Dame, au moment de la réouverture de Notre-Dame, vous aviez tous ces fonctionnaires qui étaient là, qui étaient liquéfiés. Ils passaient comme ça et ils le regardaient avec une espèce à la fois de sidération et de peur. On sentait chez eux une peur, c'était l'ennemi. C'était comme déjà Trump, la même chose. La même chose. Mais Musk est un ennemi beaucoup plus fort parce qu'il est créateur. Oui. Il est révolutionnaire. Oui. C'est un vrai révolutionnaire, lui. Surtout que lui, quand on voit de SpaceX à Tesla, en passant par Starlink, Neuralink et compagnie, sans parler de X et de Twitter, enfin bon. Mais justement, comment, alors je voudrais revenir, parce que c'est très intéressant, Charles Gave, ce que vous dites par rapport à, on a éliminé les compétents, mais les compétents, comment on les a éliminés? Et comment ils se sont laissés éliminer? Parce que c'est intéressant, ça. Comment ça s'est fait? C'est la bonne vieille habitude des trotskistes qui ont pris le pouvoir un peu partout chez nous aussi. Obama est un ancien trotskiste, par exemple. C'est-à-dire que vous organisez des réunions, soi-disant démocratie, tout le monde vote, etc. Et puis le type qui a du boulot, qui a autre chose à foutre, mettons un Raoult, il va rentrer pour faire ses expériences et tout. Et eux, ils resteront jusqu'à 6h du matin. Et quand il n'y aura plus personne, ils voteront les trucs. D'accord. Et donc, ce qui s'est passé, ça veut dire que le type qui a des choses à faire, il va aller vaquer à ses occupations. Parce que ça l'intéresse. Voilà, bien sûr. Parce que ça l'intéresse pas de passer 13 heures avec... Et pendant ce temps-là, les autres vont manipuler tout. C'est Trotsky contre Staline. Staline, il noyote tout l'appareil industriel, et puis tout l'appareil administratif, et puis une fois qu'il le contrôle, il n'y a plus de budget pour les types de Trotsky, il n'a plus accès à l'armée, etc., il n'a plus accès aux voyages, et puis on lui comprend, et puis hop, il va se faire assassiner au Mexique. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas, c'est que le compétent, c'est un loup solitaire. L'obéissant, il chasse en meute.
Le compétent est par essence, à votre avis, un loup solitaire. Oui, mais il pense tout seul. Il est assez intelligent que l'union peut faire la force, même chez les gens compétents. Mais, prendre des gens compétents et essayer de s'en occuper, c'est exactement comme d'amener paître un troupeau de chats. Parce que le mec, chaque chat va partir dans son sens. Les chiens, ils vont suivre gentiment, mais les chats, ils partiront dans tous les sens. Ouais. Donc le compétent est par nature un désobéissant. Oui, un rebelle, enfin, quelque part. Le type qui dit, écoutez, on m'a dit que, je sais pas, la Terre se réchauffe, je vais vérifier. C'est ça. Je ne vais pas le croire. De façon générale, je ne crois rien que je n'ai vérifié moi-même. J'ai question à tout. J'ai question à ça. C'est la base de la méthode scientifique. Hein. Ouais, c'est vrai, et que certains ont oublié. Et justement, alors de ce point de vue-là, au fond, donc en continuant cela, jusqu'où est allé, et pas seulement en France mais ailleurs, cette espèce d'état bureaucratique, et on peut plus, presque on ne peut plus parler de démocratie, mais de bureaucratie, je ne parle pas de... Oui. Jusqu'où c'est allé, c'est-à-dire que ça a suivi son cours comme une espèce de... Et toujours en suivant des soi-disant traditions démocratiques. Par exemple, j'avais un de mes beaux-frères qui était professeur de droit constitutionnel à Bordeaux, la chaire de Duguay, etc., qui était, quand j'étais jeune, il avait 20 ans de plus que moi, un seigneur, c'était un seigneur local. Professeur de droit constitutionnel à Bordeaux. Agrégé de droit. Agrégé de droit, d'accord. Et donc vous aviez des universités à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Paris, qui étaient d'espèces d'endroits de liberté où les gens extrêmement compétents et très individualistes se trouvaient. Puis vous aviez des écoles où on mettait tous les domestiques. Polytechnique, HEC, tout ça, ça n'existait pas. Vous compariez un professeur de droit à un énarque il y a 50 ans, mais le professeur de droit ne regardait pas l'énarque, c'était un valet. Oui, c'était un valet de pied, oui. Un valet de pied. Et en l'espace de 30 ou 40 ans, on a détruit l'université et on a fait monter toutes les écoles. Donc on a fait, à la place d'avoir des gars qui avaient des idées conceptuelles, on a favorisé les gars qui savaient faire tourner des tableaux Excel. Et on n'a plus maintenant que des crétins. Modélisateur. C'est ça, on va vous expliquer comment il faut faire. Mais ils n'ont jamais rien inventé, ils n'ont jamais rien trouvé, ils sont juste des bons élèves. Donc on avait en France cette qualité extraordinaire d'avoir deux enseignements, les élites à l'université et les bons crétins aux écoles. Et ça a été une victoire des 40 dernières années, des écoles sur les esprits de l'université. Ouais, oui. Et en fait, et aujourd'hui, c'est grotesque. C'est le triomphe absolu de cela, et donc la stagnation. La stagnation économique. Et moi, il y a quelque chose de rigolo, c'est quand, moi j'étais une créature de l'université, tout à fait par hasard, j'adorais ça, j'adorais mes profs. Vous avez fait quoi comme étude d'ailleurs? Moi j'ai fait quasiment un doctorat en économie à Toulouse, puis ensuite Sciences Po Toulouse, et puis j'ai fait une business school aux États-Unis. D'accord. Et donc, mais c'était très intéressant parce que quand mon père, qui était officier, donc était venu voir le patron économiste de l'université de Toulouse, qui était M. Cluzot à l'époque, qui était un homme que j'aimais beaucoup. Mon père avait dit, ben voilà, mon fils, il se demande ce qu'il doit faire, il n'a aucune idée. J'avais aucune idée. Et Cluzot a demandé à mon père, à votre avis, est-ce que votre fils, ça peut être un officier supérieur, ou il restera toujours commandant, colonel? Il a dit, non, je crois qu'il celui-là, il est capable probablement de devenir un officier supérieur. Il a dit, à ce moment-là, vous devez faire les études à l'université. Si vous avez un fils qui est un bon, vous allez faire HEC ou Sciences Po, ça n'a pas d'importance. Ouais. Il y en aura tant que vous voudrez. Mais si vous en avez un qui est peut-être un peu étonnant, c'est à l'université qu'il faut l'envoyer. Ah oui. Et c'était avant mai 68. Donc, si vous voulez, tous les grands esprits de la France venaient toujours de l'université. Jamais des écoles. Citez-moi un grand écrivain français qui a fait une école, je ne connais pas. Oui, c'est-à-dire que c'était vraiment cette tradition-là qu'on a cassée, quoi. Ah, qui a disparu. Qui a disparu. Ouais. Qui a disparu complètement. J'ai l'impression de temps en temps d'être un diplodocus. Parce que, si vous voulez, moi je commençais mon cours de droit constitutionnel à Toulouse en première année, j'étais mort de rire. C'était par un professeur qui s'appelait Montanet de la Roque, qui était donc, et qui disait, il parlait de la Constitution de la 5e, il disait, je dois vous parler d'une pauvre fille qui a déjà été violée 3 fois par son père. C'était De Gaulle et la Constitution de la 5e qu'il avait déjà violée 2 ou 3 fois. Donc vous voyez, il y avait quand même une certaine liberté de parole. Ah oui, on n'hésitait pas à faire. Ah ben non, les professeurs de droit dit. Et je me poilais parce que c'était à la fin de la guerre d'Algérie et tout. À un moment, il y a la police qui est rentrée dans l'université.
en poursuivant des gars de Donc en l'Ouest. 68. Non, c'était en 61, Ah 62. ouais, c'était 61. C'était en 62. Ouais. En poursuivant, et il y a le professeur de droit, M. Orliac, qui avait 2 pieds beaux, mais qui était une puissance intellectuelle, qui était le patron de l'Institut d'études politiques de Paris d'ailleurs, et qui est arrivé avec ses 2 cannes, et qui tapait sur les flics, parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer dans l'université sans demander la permission du doyen. Du doyen, oui, bien sûr. Donc, Sanctuaire, c'était un sanctuaire. Donc vous aviez des endroits, c'était un sanctuaire pour la pensée, c'était un sanctuaire politique, et on vous apprenait à penser librement. C'est-à-dire que quand vous étiez à Normal Sup, qui était le sommet de l'université, ben vous aviez, quand j'étais jeune, des gens qui étaient royalistes, des gens qui étaient communistes, des gens qui étaient je sais pas quoi d'autre, socialistes, n'importe quoi, et ils se parlaient entre eux. Ouais, c'est ça. L'Union européenne est une organisation politique et économique qui regroupe plusieurs pays du continent européen. Son but principal est de favoriser la coopération entre les États membres, notamment en matière d'économie, de commerce et de politique. Cependant, certaines personnes, comme l'économiste Charles Gave, pensent que l'UE est fragile et qu'elle pourrait disparaître dès la prochaine crise financière. Pourquoi? Pour comprendre cette affirmation, il faut examiner plusieurs éléments. D'abord, l'Union européenne repose sur une monnaie unique, l'euro, utilisée par la majorité de ses membres. Cette monnaie a été créée pour faciliter les échanges et éviter les fluctuations monétaires entre pays. Cependant, elle pose aussi un problème. Tous les pays n'ont pas la même économie. Certains, comme l'Allemagne, sont très forts économiquement, tandis que d'autres, comme la Grèce ou l'Italie, ont plus de difficultés. En cas de crise financière, ces pays plus fragiles pourraient souffrir davantage et entraîner des tensions au sein de l'UE. Ensuite, l'UE fonctionne avec des règles strictes qui obligent les États membres à respecter certaines normes budgétaires et économiques. Mais ces règles ne conviennent pas toujours à tous les pays. Par exemple, lorsqu'un pays est en difficulté, il ne peut pas toujours prendre les décisions qui l'arrangeraient le plus. Car il doit respecter les contraintes de l'UE. Cela crée des frustrations et peut pousser certains pays à vouloir quitter l'Union, comme on l'a vu avec le Brexit en 2020, lorsque le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'UE. Un autre problème vient du manque d'unité entre les membres. Chaque pays a ses propres intérêts et il est parfois difficile de prendre des décisions communes. En période de crise, comme celle de 2008 ou la pandémie de Covid-19, certains pays ont eu du mal à se mettre d'accord sur les solutions à adopter. Cette difficulté à gérer les crises ensemble affaiblit l'Union et donne l'impression qu'elle est inefficace. De plus, la montée des mouvements nationalistes dans plusieurs pays européens fragilise encore plus l'UE. De nombreux citoyens estiment que leur pays perd de son indépendance en restant dans l'Union et que les décisions prises à Bruxelles ne respectent pas toujours leurs intérêts. Si ces idées continuent de se développer, de plus en plus de pays pourraient vouloir quitter l'UE, ce qui entraînerait son effondrement progressif. Enfin, une crise financière majeure pourrait être le déclencheur de cette désintégration. Lorsqu'une crise frappe, les pays cherchent avant tout à protéger leur propre économie. Si les pays les plus riches de l'UE ne veulent plus aider les plus pauvres, cela pourrait créer des tensions et briser la solidarité entre membres. Si un pays en grande difficulté ne reçoit pas d'aide, il pourrait être tenté de quitter l'Union pour retrouver une liberté totale sur ses décisions économiques. Ainsi, selon Charles Gave, l'UE est un colosse aux pieds d'argile, c'est-à-dire une organisation qui semble solide, mais qui est en réalité fragile. Pour lui, une prochaine crise financière pourrait mettre en lumière ses faiblesses et provoquer l'éclatement de l'Union. Cependant, d'autres experts pensent que l'UE a déjà traversé plusieurs crises et qu'elle a toujours réussi à s'adapter. Tout dépendra donc de la gravité de la prochaine crise et de la capacité des pays membres à rester unis malgré les difficultés.